choisi de démarrer cette présentation sur une date précise, celle du 22 avril 1444. Ces dates, pourquoi? Car c'est celle où un certain Barthélemy Vitelleschi, qui en fait évêque auxiliaire pour l'évêque de Genève, entre dans le village de Chilly, qui aujourd'hui est en Haute-Savoie, peuplé alors à ce moment-là d'environ 300 à 400 âmes. Ce qui est particulier avec Vitelleschi, c'est qu'il est alors, depuis le 6 avril 1444, soit à peine 2 semaines, cardinal prêtre du titre de Saint-Marc. C'est donc, en tant que haut dignitaire de l'Église, mais aussi, et surtout, en tant que représentant de l'évêque de Genève, qu'il entre dans cette paroisse. Néanmoins, la mission qu'il vient accomplir n'est en rien nouvelle. En effet, il ne fait que poursuivre la tâche qui lui avait été confiée un an auparavant, le 20 février 1443, par l'évêque de Genève, François de Metz, c'est-à-dire la visite de l'ensemble des paroisses et lieux de culte séculiers comme réguliers du diocèse de Genève. Je vous ai mis ici une carte, et je remercie au passage mon collègue Fabrice Delrieux de l'Université Savoie-Mont-Blanc qui fait de très bons fonds de cartes, comme vous pouvez le voir, que moi et mes collègues pillons allègrement. Cette carte déjà pour replacer les limites du diocèse au milieu du XVe siècle. Je vous ai précisé également, ici, vous avez l'ensemble des paroisses. Vous ne m'en voulez pas, c'est moyennement lisible vu la distance, mais pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est en fait un diocèse qui est assez grand, hein, en moyenne. Donc cette tâche, au moment où il la reprend en 1444, en fait, cette tâche lui avait déjà fait parcourir une bonne partie du diocèse, hein, à Barthélemy Vitelleschi. En effet, entre le mois de février et novembre 1443, donc c'est ce que vous allez avoir ici, le trait marron ainsi que les traits verts, c'est tout ce qu'il a fait sur la première année en 1443 avant de s'arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, il a visité 450 églises à ce moment-là, donc églises aussi bien paroissiales que filiales, dans un diocèse qui alors en compte 549. Donc en fait, Vitelleschi a déjà visité 80% du diocèse au moment où il se remet en 1444. S'il s'arrête au mois de novembre 1443, alors qu'il a parcouru une grande partie de ce territoire, c'est tout simplement que la neige et les intempéries viennent l'empêcher de continuer. Il le marque dans le document. Ainsi, il peut paraître complètement naturel que notre évêque auxiliaire reprenne ses visites à partir d'avril 1444, le beau temps une fois revenu. Et d'ailleurs, le registre des visites pastorales qu'il nous a légué suite à ces visites reprend en fait à la visite de Chilly sans autre forme d'introduction, mis à part en nous précisant que Vitelleschi s'était lancé de la ville de Rumilly pour rejoindre Chilly et poursuivre son périple. Seuls quelques folios vierges, quelques pages vierges ont été laissées par son secrétaire, donc Antoine de Crispy, qui matérialise en somme ce laps de temps entre le 30 novembre 1443 et le 22 avril 1444. Mais dans les faits, ces quelques mois sont en réalité beaucoup plus riches en événements que ne laissent transparaître les visites pastorales. En effet, l'évêque de Genève, François de Metz, que je vous citais juste avant, qui est donc le commanditaire de la visite pastorale, s'est éteint le 7 mars 1444, soit à peine quelques semaines avant la reprise des visites. Son successeur fut autre que l'antipape Félix V, un personnage particulier, comme vous le disiez juste avant, à plus d'un titre. Comme vous le disiez, ce n'est autre que le duc de Savoie Amédée VIII, donc le premier duc de Savoie. Et l'historiographie autour de ce personnage a souvent oscillé entre éloges et diatribes, tant son parcours n'est pas anodin, comme vous le soulignez tout à l'heure. Si on s'intéresse au duc, tout d'abord, donc vraiment le personnage du duc, on parlera du pape juste après, on se souvient d'Amédée VIII en premier lieu comme d'un homme qui a considérablement agrandi son domaine, qui a profité de la guerre entre les royaumes de France et d'Angleterre. En somme, un homme qui est parvenu à faire presque doubler les ressources de sa principauté entre 1380 et 1420. Et un homme aussi qui a contribué à en accroître la valeur symbolique par l'obtention du titre ducal en 1416. Je vous ai mis ici une petite représentation du duc et de sa cour au milieu du XVe siècle, où vous retrouvez notamment la tenue de duc et la tenue d'apparat. C'est donc un homme qui a aussi bénéficié de ses liens familiaux. Il pouvait être
en contact et fréquenté les grands princes de l'époque. C'était notamment le petit-fils de Bonne de Bourbon, la sœur de Philippe VI de France, et donc il était par ce lien cousin avec le roi Charles VII. Il fut marié aussi à Marie de Bourgogne, fille du duc de Bourgogne Philippe le Hardi, et il maria également avantageusement ses filles avec Filippo Maria Visconti et Louis d'Anjou, donc en partie sur la politique italienne. Et il fit également marier son fils Louis à Anne de Chypre. Son règne est considéré comme un temps prospère pour la Savoie, et dès l'époque même, on cite très souvent le chroniqueur bourguignon Olivier de la Marche, qui n'hésite pas à écrire au sujet du duc de Savoie. Si sagement c'est gouverna que son pays de Savoie estait le plus riche, le plus sûr et le plus plantureux de ses voisins. Mais alors qu'il avait été à la tête de sa principauté depuis 1391, sachant qu'il est entré en fonction à l'âge de 8 ans, le duc va se retirer dans son château de Ripaille, au bord du lac Léman, en 1434. C'est une résidence qu'il avait transformée en prieuré en 1410 et que l'historienne allemande Ursula Giesmann qualifie de prétendu ermitage, car si les textes et l'historiographie en ont souvent fait un symbole de la retraite du duc, il faut rappeler qu'il s'agit d'un lieu très bien relié aux axes de communication, un lieu qui est visible depuis le lac Léman et aussi qui est proche de Thonon-les-Bains. Cela lui permet de ne pas se retirer non plus totalement du pouvoir. Il organise à Ripaille des rencontres diplomatiques et intègre progressivement son fils Louis au pouvoir. Certains ont pu d'ailleurs considérer que cette période marquait l'amorce d'un ralentissement dans l'essor et l'économie savoyarde. Ce renoncement devient effectif en 1439 avec l'accession d'Amédée VIII au titre papal. Je vous ai remis ici une représentation d'Amédée VIII alors qu'il s'apprête à rentrer dans la ville de Bâle. Donc la scène a lieu en juin 1440, soit vraiment au tout début de son pontificat. Dans les faits, la chronique est un peu plus tardive, hein. On est en 1483 pour la réalisation de cette image. Et donc officieusement, comme je vous disais, s'il avait dû renoncer pour devenir pape à son pouvoir de duc, dans les faits, le transfert avec son fils n'est pas complet. Les limites étaient même fixées par écrit, et Amédée VIII, devenu alors le pape Félix V, conservait à vie toute l'administration du territoire savoyard, ne laissant à Louis que le Piémont. Les années entre l'élection de Félix V et sa propre nomination comme administrateur de l'évêché de Genève coïncident avec cette période d'isolation progressive des pères de Bâle, à mesure que ceux-ci s'enferment dans leur doctrine et que le nombre de ses membres décroît. Un seul cardinal en fait est resté présent à Bâle à ce moment-là, donc le concile qui s'opposait à Rome. Il s'agissait de Louis Allemand, et le groupe restant, le noyau dur en fait pleinement opposé à Rome, qui est resté autour de lui, se décida à former un comité électoral autour de Louis Allemand, car en effet, malgré l'opposition consommée avec le pape, le concile n'estimait pas pouvoir diriger la chrétienté sans pape. L'un des arguments était que le Christ avait gouverné en tant que chef suprême, mais était accompagné de ses apôtres. Le concile devait être là qu'un simple rôle de conseiller. En quelque sorte, une forme de système parlementaire opposé à un système beaucoup plus monarchique du côté romain. Pour les Bâlois, le concile était le représentant de l'Ecclesia Universalis, mais n'était pas voué à le diriger. Et de plus, l'autre problème beaucoup plus pragmatique qui se posait, c'était qu'en excommuniant les participants du concile, le pape romain Eugène IV les a mis aussi en difficulté, car l'excommunication signifiait la perte des bénéfices et donc des revenus qui allaient avec. Ce qui fait que finalement, le choix d'un pape devenait un peu une piste séduisante, car c'était un moyen de trouver quelqu'un qui avait potentiellement un patrimoine qui pouvait servir justement à alimenter la diplomatie bâloise. En tout cas, à pouvoir le soutenir en partie. À la sortie, les Bâlois vont réunir 33 électeurs, et parmi eux, pas mal de Savoyards. Hein. Vous retrouvez quand même 6 évêques sur 11 présents, mais aussi 2 abbés sur 6. Et ce comité rassemblé nomma comme chef donc le duc Amédée VIII, avec 26 voix sur 33. Oui, j'ai cru que j'avais fait une coquille, excusez-moi.
À travers lui, le concile espérait donc redonner de la légitimité à leur mouvement qui tendait à s'isoler progressivement. Et malgré tout, le choix souleva quand même des débats, bien qu'il reste pragmatique. Déjà, le fait qu'Amédée VIII était veuf et père de 3 enfants encore en vie au moment de l'élection a pu gêner certains. Malgré tout, c'est surtout le besoin de trouver un homme puissant, comme je vous disais, avec un pied à la fois en Italie et en France, et capable de, entre guillemets, je reprends une expression de l'époque, de tenir la barre d'un navire en pleine tempête, qui va justifier le choix d'Amédée VIII. C'était aussi un moyen de s'appuyer sur la puissance économique du duché, la Savoie servant alors de patrimonium Petri, c'est-à-dire de patrimoine de pierre, pour Félix V, en attendant officiellement, théoriquement, qu'il puisse siéger à Rome. Mais Félix V, sous prétexte de compenser les dépenses de sa nouvelle charge qui pesait sur le duché, va tout de même réclamer des bénéfices. Il prit par exemple possession de plusieurs abbayes, comme San Michele della Chiusa, dans le diocèse de Turin, mais surtout, il prit possession de l'évêché de Genève 2 jours après la mort de François de Metz, le 9 mars 1444. Je vous ai mis ici quelques images des sources que j'ai utilisées pour cette communication. Pour ce qui est du registre des visites pastorales de 1443-1445, dont vous avez un extrait à gauche, vous avez en fait le procès-verbal de la paroisse de Chilly dont je vous parlais en introduction. Donc il faut bien se dire que ça reste un organe de gestion. L'objectif est de compiler les procès-verbaux des visites pastorales afin de dresser un portrait du diocèse à une période précise et d'en conserver la mémoire pour ses futurs administrateurs. Ne pas y trouver de traces des événements politiques que je vous ai cités juste avant est finalement tout à fait normal. On trouve exclusivement dans ces premières pages la copie d'une bulle de Félix V qui autorise François de Metz à déléguer son rôle de visiteur à Barthélemy Vitelleschi. Bulle elle-même suivie du mandat de François de Metz qui demande à Vitelleschi d'accomplir la visite pour lui. Mais les archives d'État de Turin conservent aussi le bullaire de Félix V, dont je vous ai mis du coup une copie sur votre droite. Et donc dans le registre 5, vous avez la bulle datée du 17 avril 1444, qui est ici projetée, dans laquelle le pape savoyard ordonne à Barthélemy Vitelleschi de poursuivre sa tâche. Ces documents restent dans l'ensemble très officiels et souvent peu bavards quant aux ambitions réelles de Félix V. Néanmoins, remis en contexte et éclairés par les apports historiographiques récents, ils peuvent nous permettre de nous interroger au sujet de Félix V, nouvel évêque de Genève donc, qui ordonne la poursuite de cette visite du diocèse. Nos connaissances actuelles sur ce personnage reposent sur plusieurs ouvrages de référence. L'un des plus connus est celui paru en 1992, où vous avez eu un colloque qui a été consacré justement à Amédée VIII, sous la direction de Bernard Andenmatten et Agostino Paravicini Bagliani. Je vous ai mis, il est tout en haut, à votre gauche. Donc c'est un axe qui reste encore une des principales synthèses le concernant, même si voilà, il y a bientôt une trentaine d'années. Plus récemment, vous avez le colloque qui a été tenu à Chambéry, enfin un colloque international entre Chambéry et Chillon en Suisse. C'est l'ouvrage que vous avez au centre. Qui est venu proposer justement un nouvel état des lieux de nos connaissances sur le duc Amédée VIII. Vous avez d'autres études encore plus récentes qui ont pu également s'attaquer à des aspects plus précis, notamment aux législations d'Amédée VIII. Je vous renvoie au livre complètement à droite. Il s'agit en fait d'un colloque qui a été organisé au sujet des statuts de Savoie de 1430, colloque qui a pris place à Genève entre les 2 et 4 février 2015. Et qui ont pu apporter un riche éclairage justement sur cette source qui a encore beaucoup de choses à nous dire malgré tout, sur lequel je reviendrai. Néanmoins, concernant l'étude de la période pontificale du duc de Savoie, les études se sont montrées moins nombreuses, ou dans le cas par exemple du colloque, le premier colloque dont je vous parlais, un peu plus sporadique. On peut citer néanmoins les travaux récents de l'historienne Émilie Rosembly qui exerce à l'université de Besançon, qui s'est concentrée justement dans son travail de thèse et ensuite sur ses recherches suivantes sur le concile de Bâle et sur sa juridiction
Toutefois, même si ce n'est pas directement attribué, enfin en tout cas une étude directe de Félix V, c'est quand même un bon éclairage de la politique du Concile, et indirectement vous pouvez retrouver des éléments concernant l'antipape. Vous avez aussi d'autres travaux qui se sont concentrés sur des aspects bien précis du pontificat. Je vous ai mis sur la gauche, et je m'excuse de la qualité de la photo, l'ouvrage est assez ancien, il date de 1988, c'est celui d'Elisa Mangiano, qui exerce du coup à Turin et qui a travaillé justement sur la chancellerie du duc-pape, et en particulier sur le fameux bullaire dont je vous parlais juste avant, qui est conservé aux archives de Turin. Plus récemment, vous avez un article qui est toujours en Italie de Laura Gaffuri, qui a montré comment Félix V s'était appuyé sur les ordres mendiants pour redessiner la géographie religieuse du duché de Savoie dans le contexte du schisme. Néanmoins, l'une des études de référence qui est consacrée au pontificat de Félix V reste le travail d'Ursula Guisman, dont je vous ai déjà cité le nom juste avant, qui est sur vos droites, et vous l'aurez remarqué, du coup, un ouvrage paru en 2014, mais en allemand. Ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est que c'est une très bonne synthèse, et surtout Ursula Guisman prend le temps de faire un résumé de l'historiographie consacrée à l'antipape, et c'est un moyen aussi de démontrer la difficulté qu'ont pu éprouver les historiens, notamment au XXe siècle, pour appréhender ce personnage. En effet, au vu du parcours d'Amédée VIII, Félix V, que nous avons synthétisé plus haut, l'historiographie s'est retrouvée à hésiter entre sincérité religieuse, pour ne pas dire sainteté dans certains cas, à, de l'autre extrême, hypocrisie par intérêt politique. Ursula Guisman a souligné cette difficulté à cerner le duc-pape en citant les différentes biographies qui lui furent consacrées. On peut citer par exemple celle de Francesco Cognasso en 1930, qui ne traita que sur quelques pages le pontificat, alors qu'il accorde tout le reste de son œuvre à l'œuvre du duc. Et souvent, Amédée VIII est décrit comme le prince le plus prestigieux de la maison de Savoie au Moyen-Âge, donc un savant diplomate, privilégiant la paix et résolu à étendre son territoire, tout en accroissant le prestige des Savoies. A contrario, le pontificat laisse souvent beaucoup plus perplexe. En effet, les motivations de Félix V ont souvent laissé dubitatif. Il s'agit d'un homme d'État, et on se doute qu'il agit avec toute l'expérience qu'il avait dans ce domaine. Le prestige qu'il espère retirer de son statut est évidemment palpable, d'autant qu'il garde la main sur l'administration de son territoire. Néanmoins, retirer tout sentiment religieux au personnage serait peut-être également caricatural. N'a-t-il pas été bouleversé par la mort de son épouse? Ne s'était-il pas retiré à Ripaille pour y vivre comme un ermite avec ses proches compagnons? L'objectif de cette conférence ne sera pas de trancher à ce sujet, de toute façon ça serait très difficile comme vous vous en doutez, mais au contraire d'essayer d'appuyer et d'appréhender cette complexité, s'interroger sur les diverses motivations qui l'ont poussé à faire poursuivre ses visites pastorales de 1444, peut être stimulant si l'on tient compte de ce contexte particulier où la constitution d'Église nationale commence à faire florès. Pour débuter notre réflexion, intéressons-nous tout d'abord à la bulle du 17 avril 1444. Dans cette bulle, Félix V y retrace les événements qui ont conduit à demander la poursuite de la visite à Vitelleschi. Il rappelle que l'initiative des visites revient à François de Metz, mais celui-ci étant mort avant la fin de la tâche, il écrit notamment dans la bulle qu'il a laissé son église veuve de son propre pasteur. Félix V explique alors donc qu'au vu des événements, il a accepté de prendre l'évêché comme le concile de Bâle le lui permettait. Il demande donc que ce qui a été commencé soit terminé. Le concile de Bâle avait en effet autorisé Félix V à s'octroyer plusieurs bénéfices pour couvrir ses dépenses, mais le choix de celui de Genève voulait dire beaucoup pour l'ancien duc. Dès le début de son pontificat, des personnages suspectaient Félix V d'agir davantage en tant que dirigeant des États de Savoie qu'en tant que pape. On peut citer notamment un épisode qui est retracé par un personnage dont vous avez le portrait ici. Il sera pape un peu plus tard, au moment des événements, il ne l'est pas encore.
Ce personnage nous raconte justement le couronnement de Félix V le 24 juillet 1440. Et du coup, vous vous en doutez, un couronnement qui a eu fort retentissement à l'époque, puisqu'il allait officialiser la rupture complète avec Eugène IV, entre Eugène IV et le concile de Bâle. Et donc ce personnage, vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit d'Aeneas Saevius Piccolomini, un des seuls papes même le seul pape qui nous a laissé justement des mémoires complètes, ces fameux Commentarii. Il nous dresse justement une description assez peu flatteuse de Félix V. Alors, il le décrit concrètement comme un homme devenu ridicule, à l'image d'un singe, après qu'on lui forçait à raser sa barbe pour accéder à son nouveau statut. Je vous les résume un petit peu, vous en doutez que c'est un peu plus fleuri dans le document. Mais en plus de ça, mis à part l'apparence, il explique également que Félix V est aussi un homme qui a déclenché l'hilarité de toute l'assistance dès l'instant où il va essayer de chanter sa première messe. Donc le témoignage d'Aeneas n'est pas complètement neutre, il faut le rappeler. En effet, si son parcours a fait qu'à l'époque justement du concile de Bâle, il était membre du fameux concile, donc il était dans les premiers temps du côté de Félix V. Il va être déçu assez vite par le parti conciliaire et par Félix V, et va donc abandonner le camp bâlois pour se rendre dans le camp des papistes en 1445. Donc vous aurez compris, dans l'année 1444 qui nous intéresse, officiellement, il est toujours au service de Félix V. Et dans son écrit, au milieu de tout ce contexte où il raconte ce couronnement, il ne va pas nier qu'il appartenait avant justement à ce concile. Mais finalement, il fait de son ouvrage une espèce de parcours, une espèce de récit de conversion, comme quoi, comment il est parti de l'erreur des Bâlois pour finir finalement dans le bon camp, celui des papistes. Et ce portrait que nous dresse Aeneas de Félix V a été en fait rédigé en plusieurs étapes entre 1449, donc du coup bien après les faits, au moment en fait où Félix V va se réconcilier avec le pape Nicolas V et abdiquer. Et visiblement, les dernières étapes qui sont ajoutées à son portrait sont ajoutées en 1461. Alors là, on est beaucoup plus tard, au moment en fait où Aeneas est en train de devenir le pape Pie II. Et donc le témoignage qu'il nous livre n'est pas neutre du tout, vous l'aurez compris. Néanmoins, ce qui peut être intéressant de mesurer avec ce témoignage, c'est qu'on a une tentative de démontrer qu'Amédée VIII était un duc ambitieux, aux compétences certaines, et dont la sagesse était soulignée par sa barbe fleurie. Le seul reproche en fait que lui fait Piccolomini, c'est du temps où il est duc, c'est son non-alignement pendant la guerre de 100 ans, car selon lui, ça va justement lui causer le manque de soutien qu'il aura en tant que pape, le fait qu'il ne se soit pas aligné plus tôt. Toutefois, dès lors qu'il va quitter la fonction de pape la fonction de duc pour devenir pape, là, il le décrit comme un personnage devenu absolument grotesque et surtout complètement inapte, dépourvu de toute motivation religieuse. La perte de sa barbe l'aurait comme démasqué justement de cette incapacité à être à la charge qu'il prétend accomplir. Et donc, dès lors, la suspicion d'action pour le simple intérêt de sa principauté n'en est que soulignée. Ce nouveau titre permet à Félix V de tenter d'avoir en effet la main sur une partie des bénéfices ecclésiastiques de son duché, et notamment l'évêché de Genève. Cela peut donc nous conduire à nous interroger sur les motivations à poursuivre les visites pastorales du diocèse en 1444. D'autant plus que cette convoitise des Savoie à l'égard de l'évêché de Genève est en effet ancienne. Vous avez l'historien Bruno Galland qui a démontré les tentatives des princes de la maison de Savoie déjà de soumettre le pouvoir temporel des évêques sur leurs terres dès le XIVe siècle. Partout où ils le pouvaient, les princes augmentaient leurs avantages au détriment des seigneuries épiscopales. Bien entendu, il ne faut pas leur enlever tout sentiment religieux, néanmoins, ils agissaient en hommes d'État. Et dans ce sens, ils avaient besoin du pape et profitèrent notamment de la présence des papes à Avignon pour s'en rapprocher. Le diocèse de Genève, j'y viens, était déjà une des cibles favorites de ces princes de Savoie à cette époque. Et bien avant Amédée VIII. Dès le XIIIe siècle, les comtes de Savoie s'efforcèrent d'agrandir leurs possessions dans le Genevois, au détriment du comte de Genève. La ville était sous l'autorité de l'évêque, qui était donc leur principal concurrent pour s'y établir. Au début du XIVe siècle, c'était même un des évêchés prioritaires où le prince souhaitait s'introduire.
Le comte Amédée V obtint la nomination d'un proche sur le siège épiscopal, Aymon de Cars. En somme, si les comtes entretenaient généralement de bonnes relations avec leurs évêques, cela ne les empêchait pas de s'emparer de leurs prérogatives temporelles dès que l'occasion se présentait. Et vous l'aurez compris, Amédée VIII n'est pas en reste, puisqu'il a déjà tenté à plusieurs reprises de s'approprier la souveraineté sur Genève. Il passe dans un premier temps par les institutions impériales. Vous vous souvenez que le duché de Savoie est dans l'obédience du Saint-Empire. Donc il passe d'abord auprès de l'empereur, et auprès de l'empereur, il va notamment obtenir le vicariat impérial en 1398. Toutefois, victoire de courte durée, puisque ce vicariat est retiré à peine 2 ans plus tard. Et donc, ne pouvant obtenir satisfaction auprès de l'empereur, Amédée VIII va tenter sa chance auprès du pape à 2 reprises, d'abord en 1407-1408, puis en 1420. Néanmoins, il se heurte à l'opposition des citoyens genevois et surtout à leur attache à l'autonomie accordée par l'autorité épiscopale. Et ça ne permet donc pas au duc de faire aboutir son projet. Il va toutefois profiter des tensions dans l'église genevoise après l'élection de François de Metz, entre 1428 et 1430, pour tenter de faire partager la ville entre ces 2 autorités, donc la sienne et celle de l'évêque. Et ça va même assez loin, cette séparation, puisque il va avoir dans le projet notamment l'idée de bâtir un mur pour bien matérialiser dans la ville de Genève qu'est-ce qui appartient à l'évêque et qu'est-ce qui appartient au duc. Donc vous voyez qu'on commence à pousser un petit peu l'idée assez loin. Néanmoins, l'intervention du pape Martin V va mettre un coup d'arrêt à cette nouvelle tentative. Donc vous l'aurez compris, en 1444, Amédée VIII n'est pas du tout à sa première tentative de s'emparer de l'évêché de Genève. Et finalement, on se rend bien compte que c'est son accession au titre papal qui va lui servir de prétexte, et surtout lui permettre de réaliser concrètement son projet. Et rappelons d'ailleurs que c'est déjà par opportunisme et pragmatisme politique qu'il a accepté la charge de pape en 1439. Rappelons également que l'abdication d'Amédée VIII au profit de son fils Louis n'en reste pas moins symbolique, puisque dans les faits, l'ancien duc continue de gérer sa principauté. Ou tout du moins, il met en place une diarchie dans laquelle il conserve le contrôle sur la Savoie propre et laisse son fils commande le Piémont. Donc finalement, ça paraît assez logique de retrouver une tentative purement politique. Il a réussi à avoir la tiare, et tant qu'on y est, on va récupérer l'évêché, et on peut enfin aboutir à un projet. Au projet justement de s'approprier cet évêché. Et en 1419, Amédée VIII avait même tenté déjà... Excusez-moi, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Donc voilà, d'autant que justement ce projet, dès les premiers temps de ce pontificat, des indices vont démontrer déjà une espèce d'hybridation entre les symboles papaux et les symboles savoyards. Qui est une hybridation qui a été soulignée donc, dans l'ouvrage d'Ursula Guisman. Je vous ai mis ici 2 images sur lesquelles je vais essayer, peut-être les suivantes, sur lesquelles je vais essayer de m'appuyer, justement pour vous montrer comment on peut retrouver cette hybridation. Déjà, la transformation du palais épiscopal de Bâle en résidence papale fut déjà un bon exemple d'occasion de mélanger les symboles papaux et les symboles ducaux. La première chose qui l'encourage, c'est le fait que l'usage du rouge et du blanc était partagé par les 2 institutions. Donc c'est très pratique, notamment si vous regardez sur l'image, vous avez le duc d'un côté et le pape. Au niveau des couleurs, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas grand-chose à changer dans la garde-robe. Vous rajoutez la tiare. Donc ça permet déjà de faciliter visuellement, vous avez déjà une certaine symbolique sur laquelle vous pouvez vous placer. En plus de ça, dans le palais où vous avez pu jouer sur justement ce mélange des couleurs, on va aussi ajouter des représentations généalogiques qui vont aller célébrer la dynastie d'Amédée VIII. On va notamment multiplier les reproductions des armoiries, des devises personnelles du duc. Et cette assimilation des couleurs ainsi que la présence en nombre de représentants savoyards au moment des entrées du pape à Bâle ont donné lieu à une sorte de confusion qu'Ursula Guisman carrément qualifiait une démarche de savoyardisation de la papauté. Donc je le mets entre guillemets, savoyardisation, mais le concept parle lui-même, mais mérite d'être assez logique quand on voit justement toute l'analyse qu'en fait Ursula Guisman. Et donc c'est un objectif de légitimité, mais aussi de rayonnement du régime.
Mais cette entreprise est aussi en imitation du code de la représentation courtoise qu'appliquaient à ce moment-là d'autres puissances comme la Bourgogne. Ces quelques éléments peuvent donc laisser perplexe quant aux réelles intentions de Félix V. On remarque sa grande sensibilité aux intérêts de sa maison. Néanmoins, il serait peut-être trop simpliste d'en rester là. Cela n'explique pas pourquoi Félix V a ordonné la poursuite des visites à Barthélemy Vitelleschi. Si son objectif premier avait été de s'approprier le contrôle et les revenus de l'épiscopat de Genève, quel est l'intérêt de faire poursuivre ces visites? D'autant, comme je vous le disais en introduction, que sur les 532 lieux de culte visités par Vitelleschi entre 1443 et 1445, vous en avez déjà 450 qui sont déjà inspectés. Comme je vous disais, quasiment 80% du diocèse. Donc on pourrait dire, finalement, c'est bon, elle est quasiment finie, autant on aurait pu l'oublier dans un coin et sans s'y remettre. Que l'on prenne la bulle de Félix V du 7 février 1443, où François de Metz est encore intermédiaire, donc encore vivant, ou celle du 17 avril 1444, où Félix V agit en tant que pape et en tant qu'administrateur du diocèse de Genève, on se rend compte en plus que les idées restent dans l'ensemble les mêmes. En 1443, Félix V autorise François de Metz à avoir recours à un délégué pour réaliser la visite. On précise aussi qu'il aurait tous les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour le faire à sa place. Il pourra notamment prélever les fameuses procurationes, c'est-à-dire en fait des taxes qui sont prélevées lors des visites. Les deux bulles de Félix V s'arrêtent d'ailleurs volontiers sur ce point, avant même d'aborder toutes les modalités de la visite. C'est la première chose qui est précisée après les présentations, c'est qu'il faut justement récupérer les fameuses procurationes. Alors il ne faut pas non plus s'en étonner ou aller vouloir accuser peut-être trop vite Félix V de vénalité. En fait, il agit en tant que pape. Et les procurationes faisaient partie des revenus que prélevait la papauté, qu'elle soit romaine ou baloise. Donc l'argent est important pour le pape et sa politique, d'autant plus que, comme je vous le disais, Félix V se trouve à la tête d'un concile qui est désargenté, et de plus en plus isolé sur la scène européenne, contrairement à Eugène IV, qui lui à ce moment-là est plutôt en période où il commence à gagner un peu plus, à retrouver ses lettres de noblesse et à gagner en influence. Donc on peut comprendre aussi cette insistance. Bon, déjà, c'est un de ses droits de pape, mais c'est aussi c'est peut-être l'occasion de faire remonter un peu les finances qui sont en train de s'envoler, en tout cas de fondre comme neige au soleil. En effet, il faut bien se mettre dans la tête qu'à ce moment-là, même dès le début du pontificat de Félix V, vous avez peu de soutiens qui vont suivre Félix et le concile de Bâle. Vous allez avoir principalement Milan et l'Aragonais qui vont soutenir Félix. Milan était déjà resté un allié, notamment parce que Félix V était le beau-père du duc, donc forcément on reste entre familles, dans la famille, mais en tout cas le problème c'est qu'en 1442 il va passer soudainement au camp adverse parce qu'il veut lutter contre les Sforza qui sont à Florence et qui sont l'ennemi commun du pape romain. Donc là à un moment on sent qu'on veut bien soutenir la famille, mais qu'à un moment quand vous avez un ennemi plus proche, il est peut-être plus avantageux de passer de l'autre côté. Donc Félix V perd déjà un allié. En plus, le comble, c'est que pour Félix, c'est que Sforza va réussir à s'emparer du Milanais. Autre soutien, c'est la Pologne, qui... autre soutien, excusez-moi, non, elle reste neutre, pardon. Elle s'obstine justement malgré les tentatives de Félix d'essayer de la garder dans son... Enfin, en tout cas de la tirer dans son camp. Et progressivement, cette neutralité va se tourner vers un basculement pour Eugène IV, et donc le pape romain. Et ça va aboutir en 1447, soit un petit peu après notre période. Pour ce qui est de la Bohême, elle est dans un soutien partiel pour les Balois. La Bourgogne, quant à elle, a rejoint le camp romain dès le moment où elle a réussi à obtenir justement un concordat auprès de la papauté. Donc elle a obtenu plus ou moins ce qu'elle voulait, ce qui fait que voilà, on essaye de pas justement, sachant que Félix V est une puissance à ce moment-là descendante, on commence à vouloir préparer justement à comment s'en sortir au mieux, en tout cas garder le maximum d'intérêt. Finalement, il ne reste à ce moment-là que vraiment l'Empire qui lui aussi se cantonne complètement dans sa neutralité. En fait, il faut comprendre cette neutralité par le fait que l'empereur Frédéric III essaye d'apparaître comme un médiateur entre le pape à Rome et le pape à Bâle. Félix V va tenter sans réel succès de gagner les impériaux à sa cause. Il va notamment essayer de négocier pour marier sa fille Marguerite à l'empereur. Ça ne va pas marcher. Il va quand même
au moins réussir à contracter des mariages avec certains princes électeurs, notamment pour sa petite-fille Charlotte. Donc on se rend compte que les fonds papaux étaient alors utilisés comme dot. Certains biens de la papauté furent même mis en gage et devinrent des possessions savoyardes, à commencer par la tiare. Par ces mariages, on voit que les motivations à se faire reconnaître en tant que pape et en tant que duc en fait sont mêlées. Parce qu'on se rend bien compte que les mariages valent aussi bien pour chercher du soutien pour la papauté que finalement aussi c'est le prestige pour la famille de Savoie. Encore plus quand vous avez là je vous renvoie encore une fois à l'ouvrage d'Ursula Guisman, mais cette histoire de tiare qui justement se retrouve dans le trésor de la Savoie, on dit beaucoup justement sur cette espèce d'hybridation qu'on a entre usage politique et, en tout cas pour le duché et pour la papauté. En fait, cette implication financière de la Savoie qui va conduire, comme je vous le disais, à la mise en gage de certains symboles peut s'expliquer aussi par la difficulté financière du concile, qui s'appuie complètement sur les capacités de la principauté savoyarde. Et c'est cette puissance financière qui va permettre de financer les ambassades, les cérémonies, mais aussi ça explique pourquoi Félix V demande des compensations. Ce dernier avait d'ailleurs négocié pour faire rétablir les anates, donc c'est-à-dire en fait la taxe qui est prélevée au moment où un ecclésiastique prend un nouveau bénéfice. Donc c'est une taxe qui est prélevée par la papauté. C'est une taxe que le concile avait justement fait retirer à Eugène IV pour essayer de lui mettre les bâtons dans les roues, et qui finalement il se retrouve à être obligé de l'accorder à Félix V, qui ne veut pas utiliser sa principauté comme banque et directe pour justement, en tout cas avoir un minimum de compensation dans l'usage du trésor savoyard. Et donc, en plus, à mesure que, vous vous souvenez, je vous avais dit que les États de Savoie étaient censés servir de patrimoine de Pierre juste le temps de conquérir Rome, et on se rend bien compte aussi, comme je vous le disais, avec les alliances qui sont en train de se modifier, que ce délai pour atteindre justement l'objectif idéal de prendre Rome est en train de s'éloigner progressivement, voire à devenir de la science-fiction. Donc on sent que justement Félix V commence aussi à perdre patience là-dessus et attend justement un retour, un minimum, pour ne pas que sa principauté finisse complètement exsangue. Ce qui va être un peu le début de la descente aux enfers pour notre concile de Bâle, c'est l'échec des négociations avec l'empereur Frédéric III, qui en 1442 en fait, qui va entraîner un basculement dans la politique de Félix V quand il se rend compte qu'il n'aura aucun allié à la sortie et qu'il va se retrouver complètement isolé. Donc Félix V, qui en plus de ça est en désaccord avec le concile concernant les pouvoirs pontificaux, va décider de déplacer sa curie à Genève, dans le couvent dominicain de Plainpalais. Et c'est un peu aussi un moyen d'indiquer qu'il y a un retour à une politique beaucoup plus savoyarde. Dans cette même ville de Genève, il va former un conseil qui imite le conseil ducal qu'il avait mis en place en 1430. Le partage entre le Piémont réservé à son fils et la Savoie propre qu'il garde pour lui est aussi à nouveau souligné, d'autant que Louis de Savoie connaissait à ce moment-là des tensions avec la noblesse savoyarde qui l'accuse de privilégier les nouveaux territoires piémontais au détriment de la Savoie. Et dans ce contexte, finalement, en ce retour donc à une politique beaucoup plus savoyarde, on peut alors imaginer que l'ordre de poursuivre la visite en 1444 témoigne de ce retour à une politique plus centrée sur ces territoires. Il aurait pu témoigner d'une volonté de se légitimer en poursuivant la réforme des églises du diocèse. La bulle de Félix V du 7 février 1443 s'en tient surtout, comme je vous disais, à l'autorisation de nommer un délégué pour accomplir la visite et lui donner l'autorité et le pouvoir nécessaires. Toutefois, la bulle du 17 avril 1444 se montre un peu plus prolixe à ce sujet. Car Félix V, qui renvoie largement au mandat produit par François de Metz le 20 février 1443, où toute la mission du visiteur est détaillée, il rappelle aussi au visiteur qu'il doit tâcher de visiter 2 à 3 églises par jour, qu'il doit aussi, comme je vous disais, récupérer les procurationes, et enfin que, comme le précédent évêque l'avait ordonné, il bénéficie de toute l'autorité nécessaire pour suspendre, absoudre, excommunier et juger ce qui relève de l'ordinaire. En somme, dans cette bulle, il mêle son autorité d'administrateur de l'évêché et celle de pape.
Une autorité papale qui teint en plus de symboles savoyards, comme je vous le disais. Les différentes sphères de pouvoir, comme vous pouvez le voir, sont en train, en tout cas, s'enchevêtrent de plus en plus les unes les autres. Et par son action dans le diocèse de Genève, Félix V témoigne aussi de sa volonté de poursuivre son projet d'envergure, celui de réformer la société savoyarde, un projet qu'il a démarré quelques années plus tôt. En effet, je renvoie ici, je vais vous faire justement penser au fameux statut de Savoie promulgué en 1430, dont je vous parlais en introduction. Donc un très riche document qui nous donne une vision de la société savoyarde, stratifiée, hiérarchisée, avec à son sommet le duc et sa famille, tandis qu'on trouve à sa base les plus humbles laboratores, les travailleurs, les paysans. Et entre eux, une multitude de strates qui sont chacune définies avec précision, ainsi que les droits relatifs à chacun. Notamment, il y a notamment des passages très intéressants sur les tissus et tenues autorisées justement en fonction des différentes strates sociales, ce qui montre vraiment un projet de construction d'une société particulièrement riche et particulièrement intéressant. Donc ce document, en plus de révéler un idéal de gouvernement de la principauté savoyarde, mais aussi de son organisation, ces statuts apparaissent comme une tentative de concordat entre le duc et les élites ecclésiastiques savoyardes. Dans ce document, l'importance des vertus chrétiennes y est palpable. L'une des motivations d'Amédée VIII semble avoir été justement de donner à sa principauté une structure homogène, suivant un ordre en correspondance avec la foi. Ce vœu pieux se retrouve notamment dans l'utilisation des fonds qui sont rassemblés avec les amendes imposées à ceux qui outrepasseraient justement ces règles, par exemple. Il est explicitement marqué que les 3/4 de l'amende seront versés à des œuvres pieuses en faveur des pauvres et des malades. Donc en fait, là, ce que veut nous dire la chose, c'est que l'intérêt financier semble avoir été complètement écarté au profit justement des vertus religieuses, voire au profit d'une forme de politique de redistribution entre les riches vénaux qui ne respecteraient pas justement les codes, qui s'habilleraient de trop richement et donc seraient amendés pour cela. Et donc une redistribution entre ces riches vénaux et des pauvres nécessiteux. Sachant que vous avez des lois de ce type à ce moment-là dans pas mal de cités italiennes ainsi qu'en France, mais qu'à chaque fois l'amende sert plutôt à alimenter les caisses de l'État, en tout cas de l'État en construction, et pas nécessairement redistribuer à des œuvres pieuses, ou alors dans des proportions bien inférieures. En fait, ce document, ces statuts de 1430, invitent toutes les strates de cette société à la modestie. Encore une fois, elle les invite, on se doute bien qu'il y a une part d'idéalisme dans ce document, en tout cas c'est la société qui est rêvée. Et ça va assez loin, cette demande de modestie, parce qu'il est imposé également au duc lui-même. Pour le coup, là, la plupart des documents, comme je vous disais, dans d'autres secteurs à ce moment-là, ne vont pas s'en prendre directement au chef de l'État. Là, lui s'intègre également dans ce devoir de modestie. Bon, tout en gardant le prestige un minimum dû à son rang. On peut mentionner également les lois du statut de 1430 qui font de la principauté savoyarde une pionnière dans la chasse à la sorcellerie. Là, je vous renvoie notamment aux travaux de Martine Ostorero, qui travaille à l'université de Lausanne, qui, elle, n'hésite pas, dans ce sens, à parler d'une véritable hérésie d'État, qui démontre la volonté d'Amédée VIII, Félix V, de défendre la majesté divine, mais aussi, plus largement, d'affirmer la compétence des pouvoirs laïcs à légiférer et à juger les cas d'hérésie, en partenariat avec l'Inquisition pontificale. Alors qu'on pourrait justement penser les cas d'hétérodoxie religieuse comme relevant purement des compétences ecclésiastiques. Là, on sent que l'État vient s'en mêler, en tout cas les pouvoirs laïcs. C'est un moyen encore de se montrer en chef défenseur de son territoire et de l'intérêt général. Vous avez notamment l'historienne de l'art Laurence Rivière Ciavaldani qui analyse une représentation dans l'Apocalypse des ducs de Savoie d'Amédée VIII. Et elle analyse justement ces représentations du duc comme en fait une représentation telle que l'élu de Dieu combattant aux côtés du Christ. Et finalement, elle estime que dans cette image, on peut y voir une forme de souhait déguisé de souveraineté sur le temporel et sur le spirituel. Les fameuses sphères qui s'enchevêtrent, comme je vous le disais.
Et donc, dans ce sens, l'épisode de la papauté de Félix V apparaît comme une étape supplémentaire vers cet idéal décrit dans les statuts. Mais aussi, encore une fois, vers ce mélange des pouvoirs temporels au profit de sa dynastie. On peut donc mettre la poursuite des visites du diocèse de Genève en lien avec ce projet de société, bien que finalement les visites n'occupèrent que peu de temps, Barthélemy Vitelleschi en 1444. En effet, sa nouvelle tournée débutée le 25 avril prendra fin quelques jours plus tard, le 31 mai, après avoir inspecté 29 lieux de culte. Et Vitelleschi n'achèvera réellement sa tâche qu'un an plus tard en parcourant 53 paroisses entre le 31 août et le 1er octobre 1445. Néanmoins, le travail de réforme des lieux de culte a pu y être poursuivi. Ainsi, la poursuite des visites pastorales dans le diocèse de Genève en 1444 nous a permis de soulever des questionnements politiques plus profonds que ce que les documents qui y sont liés directement laisseraient penser à premier abord. L'emprise de Félix V sur le diocèse de Genève en 1444 coïncide avec une nouvelle phase d'isolation accélérée du concile de Bâle. Félix V semble s'en détourner pour mieux s'intéresser à sa principauté et notamment à sa gestion religieuse. Avec cette mainmise sur le diocèse de Genève, Félix V tentait un renforcement de sa principauté qu'il rêvait de voir rayonner à l'échelle européenne. Mais il faut également le mettre en lien avec la préparation de son abdication dont la potentialité, comme je vous le disais, ne fait que croître à partir des milieu des années 1440. Déjà, son fils Louis est en train d'organiser justement, en prenant contact avec Charles VII, il est en train de négocier le retrait de son père dès la fin de l'an 1445. La mort d'Eugène IV en 1447 et son remplacement par Nicolas V, qui avait participé comme cardinal au premier temps du concile de Bâle, ouvraient donc la voie à des négociations. Félix V va s'en tirer en reconnaissant Nicolas V. Vous avez ici une représentation. Félix V est représenté 2 fois sur cette image. Vous l'avez complètement à gauche, debout, encore coiffé de la tiare pontificale, et vous l'avez ensuite au centre. Cette fois, il a tout posé, et en fait, il est en train d'être nommé cardinal. Comme je vous le disais, donc voilà, il garde ce qui est au prix de ce baiser d'hommage. Et il va pouvoir conserver le titre de cardinal, mais il va aussi conserver l'évêché de Genève et les revenus qui y étaient liés. La seule condition, c'est de ne plus compromettre la paix de l'Église. Donc en fait, on se rend compte que c'est des conditions très favorables. Donc qui démontrent aussi les talents de diplomate d'Amédée VIII. Et son œuvre pour sa principauté, qui à ce moment-là est aussi financièrement complètement exsangue. Le fait que Félix V se soit décidé à abandonner la tiare au moment où cette fonction risquait justement d'entacher sa principauté et son influence est aussi révélateur de la priorité qu'il donne au pouvoir temporel de sa maison. Il se retire au bon moment. Par surcroît, en demandant à Eugène IV la légation permanente sur les diocèses et de ses anciens États, on peut voir aussi qu'il souhaite conserver cet assemblage entre pouvoir temporel et pouvoir laïque. Et finalement, comme l'a écrit Elisa Mangiano, Félix V est à la fois le pape du concile de Bâle ainsi que le duc de Savoie. Et il faut le garder à l'esprit quand il est évêque de Genève. Lorsque Félix V relance la visite du diocèse en 1444, son objectif est multiple. Récupérer le diocèse pour l'associer à ses États, légitimer son action de pape, mais aussi poursuivre la réforme de la société savoyarde. Ces motivations se retrouvent également dans les actions qu'Amédée VIII poursuivra à Genève les années suivantes en tant qu'évêque. Il publiera des statuts pour la ville et en réformera les tribunaux, démontrant ainsi sa volonté d'améliorer globalement ses États. Et la ville de Genève reste au cœur de la politique de la Maison de Savoie. En 1451, Amédée VIII put également obtenir un indult de Nicolas V pour le siège de Genève, mais aussi, plus largement, pour tous les évêchés et abbayes de sa principauté. Le pape devra choisir, en accord avec le duc, le nom du candidat. Donc un pouvoir assez puissant. Notre exemple nous met en accord avec la thèse d'Ursula Guisman, selon laquelle le pouvoir papal est finalement tellement enchevêtré au pouvoir ducal que l'abdication ne le change que très peu.
Les deux sont devenus indissociables. Un assemblage qui entrait dans le projet de constitution d'une église d'État. L'historiographie savoyarde s'est longuement interrogée sur la question de la justesse de l'appellation d'État savoyard. Il faut déjà s'interroger sur ce que l'on désigne par État. Si on le désignait par concrètement une entité politique exerçant sa souveraineté dans l'intérêt général d'une communauté la reconnaissant. Donc dans ce cas, le terme de communauté peut apparaître flou à cette époque, d'autant que le duc de Savoie régnait sur un territoire qui est marqué par les particularismes, bien que son administration soit-elle centralisée. Encore plus, parler de nation savoyarde semble renvoyer à un autre temps. Toutefois, le concept de nation au Moyen-Âge reste délicat à manier. Les historiens ont su montrer qu'il ne fallait pas pour autant le laisser de côté. Bien entendu, l'aborder avec la définition contemporaine qui est développée après 1789 est à juste titre et très justement complètement anachronique et serait absolument inintéressant dans notre cas. Toutefois, on sait que le mot existe à l'époque médiévale, mais renvoie à une multitude de sens qui rend son appréhension, donc là du terme de natio en latin, assez déroutante. Pour autant, la définition qu'en propose l'historienne Colette Beaune est assez, en tout cas peut-être prêter à réflexion. Elle le définit comme en fait les habitants d'un pays ou membres d'une communauté ayant une identité fondée sur l'origine, mais aussi, et là c'est pour les derniers temps du Moyen-Âge, fondée sur des loyalismes, des traditions et des territoires sous la même dynastie. Donc on retrouve ce lien justement d'une dynastie qui pourrait faire nation, en tout cas créer un début d'idée sentiment national. Donc en se basant sur cette définition, et donc toute proportion gardée bien entendu, notre étude nous aura peut-être aussi permis d'éclairer ce point. La dynastie des Savoie, incarnée en 1444 par Félix V et son fils, bien que celui-ci soit en retrait, semble bien servir de liant au territoire. L'action de Félix V, jonglant entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, relèverait de la volonté d'un prince d'assurer l'emprise de sa dynastie sur son territoire et la société qu'il gouverne. En somme, essayer de faire nation afin d'accumuler les expressions de souveraineté sur sa principauté. Et dans ce sens, dans un territoire plein de particularismes, comme je vous le disais, la religion peut évidemment apparaître comme un liant culturel. D'autant que l'Europe du milieu du XVe siècle n'est pas avare d'exemples de princes et de monarques qui légifèrent et qui cherchent à discipliner le corps social. C'est en fait un phénomène qu'on a pu désigner par l'expression de réforme des princes. Amédée VIII, Félix V, à cet égard, ne se distingue pas des autres souverains de son temps dans cette recherche continuelle de majesté. Majesté qui, dans le cas de Félix V, est qualifiée par Jacques Chiffolot de majesté impossible, du fait du souhait non réalisé d'une influence à l'échelle européenne de la principauté savoyarde. Toutefois, une particularité demeure peut-être qui va permettre de différencier Amédée VIII de ses homologues dans cette quête de majesté, c'est son parcours singulier. Un parcours qui lui a permis d'influer sur la politique ecclésiastique de sa principauté en se coiffant d'une tiare pontificale. Je vous remercie.